Le corps des chevaux est composé en grande partie d'eau. Grâce au mécanisme d'homéostasie, ils retiennent dans leur organisme la quantité d'eau nécessaire pour ne pas se déshydrater. Au cours de la journée, les chevaux éliminent beaucoup d'eau par l'urine, la transpiration ou encore la respiration et doivent donc compenser ces pertes par une absorption équivalente. La peau doit par exemple présenter un degré d'humidité suffisant pour conserver son élasticité. Au contact du vent et du soleil, elle s'assèche et élimine les cellules mortes. L'organisme se charge ensuite de remplacer ces cellules mortes et de les hydrater. En ce faisant, le cheval maintient la quantité d'eau nécessaire à son hydratation et se charge de compenser les pertes. L'eau constitue naturellement l'élément vital de toute vie animale. Les chevaux peuvent passer plusieurs jours sans manger, en consommant notamment la graisse stockée dans leur organisme. Hélas, ils ne savent pas stocker l'eau à long terme. Il faut savoir que les chevaux boivent en moyenne 38 litres d'eau par jour. Ils éliminent de différentes façons. Comme nous l'avons vu, une grande partie de cette eau et doivent donc ensuite compenser ces pertes. Chez les chevaux, l'envie de boire et donc le besoin de se réhydrater se manifeste par l'assèchement de la bouche et de la gorge. Cette sensation les pousse à chercher rapidement un point d'eau pour épancher leur soif. Cette sensation ne se manifeste que lorsque les chevaux restent plusieurs heures sans pouvoir boire. Dans des conditions normales, autrement dit avec un accès libre à une source ou à un point d'eau, naturel ou artificiel, les chevaux ne boivent pas plus d'1 ou 2 fois par jour en hiver et 2 ou 3 fois par jour en été. Naturellement, cela peut varier en fonction de l'activité ou du travail auquel ils sont soumis, car en transpirant, ils éliminent davantage d'eau. C'est l'hypothalamus qui régule la sensation de soif chez les animaux. Cependant, le comportement d'un animal confronté à un manque d'eau ne s'explique pas uniquement par les variations de l'activité de cette glande, provoquées par des carences. Le goût de l'eau peut expliquer à lui seul l'augmentation ou la diminution de la consommation quotidienne du cheval. L'eau salée, par exemple, favorise la rétention d'eau et les chevaux risquent probablement de limiter leur consommation s'ils n'ont accès qu'à ce type d'eau. Lorsqu'une jument est en chaleur, elle urine beaucoup, son urine étant très odorante, afin de manifester sa présence auprès du ou des étalons. Ces mictions fréquentes au cours de la journée stimulent la soif de la jument et la poussent par conséquent à boire davantage. Plusieurs traitements anti-inflammatoires agissent grâce à l'action de diurétiques, lesquels favorisent la diminution du volume d'eau dans les zones touchées. Si les diurétiques produisent les effets désirés, il faut quand même veiller à ce que le cheval ait suffisamment d'eau à sa disposition pour éviter tout risque de déshydratation. Lorsqu'une jument allaite son poulain, elle doit naturellement produire du lait pour le nourrir. Ce lait étant composé en grande partie de l'eau provenant de son organisme, une jument a besoin de boire beaucoup d'eau pendant la période de lactation, souvent plus que les autres juments. Cela vaut pour toute la période de lactation, en particulier lors des derniers mois, puisque le poulain grandit et a besoin d'une quantité de lait plus importante pour sa croissance. En outre, les chevaux ont aussi un important besoin en eau pour digérer correctement. Plus ils mangent, plus ils ont besoin d'eau, afin de digérer la grande quantité d'aliments ingérés. L'eau est donc également indispensable au bon fonctionnement du système digestif. Certains chevaux boivent avant de manger, sans doute pour mieux profiter du repas en étant bien hydratés. Il est donc vivement recommandé de veiller à ce que les chevaux qui vivent en écurie aient toujours à leur disposition une quantité d'eau suffisante. Une consommation régulière ne peut pas leur faire de mal, et s'ils le font, c'est qu'ils en ont besoin. Gare toutefois aux excès. Certains chevaux ont tendance à boire trop d'eau, en particulier après une activité ou un exercice particulièrement exigeant.
Quelques gorgées, espacées chacune de 3 ou 4 minutes, seront suffisantes pour les réhydrater progressivement. Lors des épreuves d'endurance, il faut surveiller de près les pertes d'eau, essentiellement à travers la sueur, et s'assurer que les chevaux boivent suffisamment et régulièrement. Il ne faut pas oublier qu'un cheval qui boit trop d'eau voit son poids augmenter par l'apport de ce volume en excès, ce qui va bien sûr le désavantager, en particulier dans ce genre d'épreuve. Il est donc d'usage, la veille d'une épreuve, de fournir aux chevaux un repas relativement léger afin qu'ils n'aient pas besoin de beaucoup d'eau pour digérer. Un cheval déshydraté cherchera toujours à économiser l'eau en réserve dans son organisme pour survivre. On dit souvent que l'eau n'a pas d'odeur, mais les chevaux sont capables de repérer une source d'eau située à plusieurs kilomètres. Ils sont donc aussi capables de parcourir de très longues distances pour épancher leur soif. Mais dans les grandes étendues arides, là où l'eau se fait rare, les chevaux divisent l'espace en fonction de la distance qu'ils sont en mesure de parcourir chaque jour. Dans ces régions, les chevaux peuvent donc couvrir quotidiennement une quinzaine de kilomètres pour aller chercher de quoi se nourrir et de quoi s'abreuver. Lorsque les chevaux d'une harde viennent à manquer d'eau pendant plusieurs jours, les comportements agressifs font leur apparition. En effet, c'est toujours l'instinct de survie qui finit par prendre le dessus. Une expérience de ce genre a été menée en laissant un groupe de chevaux sans eau pendant toute une journée. Une harde est généralement très structurée avec un ou plusieurs chevaux dominants. Or, on a pu constater qu'une harde, confrontée à une carence en eau, voyait sa structure sociale voler en éclats. Dans ces cas-là, en effet, un cheval qui a soif et qui a la possibilité de boire le fera sans se soucier de sa position et moins encore de la réaction des dominants. La hiérarchie reprend ensuite ses droits, une fois que tous les chevaux ont bu. Les chevaux sont par nature faits pour s'inscrire dans un groupe qui leur procure un sentiment de confort et de sécurité fondamentale. Voilà pourquoi ils se protègent les uns les autres. La souplesse des allures chez un cheval est en grande partie déterminée par la régularité et la correction de ses lignes directrices, autrement dit de ses aplombs, observés à la fois de face, de profil et par derrière. Le corps du cheval dans son ensemble est pensé pour le mouvement, mais ce sont bien l'action de ses membres qui lui permettent de se porter en avant. Il nous paraît intéressant ici de détailler les caractéristiques des aplombs réguliers en fonction du mouvement du cheval. On parle donc bien d'aplomb en mouvement ou en marche. Analyser les mouvements du cheval permet en effet d'anticiper, voire d'éviter certaines difficultés qui se manifestent de manière systématique chez un cheval présentant des aplombs défectueux évidents. Il faut commencer par faire marcher le cheval dans notre direction, en avant et en arrière, et observer attentivement la façon dont il pose ses antérieurs au sol. Un cheval dont les aplombs sont réguliers marche en ligne, c'est-à-dire que ses antérieurs et ses postérieurs correspondants se meuvent sur un même plan et sur une même piste. Il dégage une impression de souplesse et d'équilibre, et ses membres ne se touchent pas. Si l'on constate en regardant marcher un cheval que le mouvement a tendance à faire sortir un ou plusieurs membres des lignes d'aplomb directrices, alors il est probable que l'on soit confronté à un défaut d'aplomb en mouvement. Un cheval panard a tendance à tourner l'extrémité de ses antérieurs vers l'extérieur. En marche, le membre au levé se rapproche donc du membre opposé, exposant le cheval à se couper avec le fer. Ce défaut d'aplomb est parfaitement identifiable lorsqu'on observe un cheval marcher au ralenti. Les genoux tendent à se tourner vers l'intérieur pour compenser la rotation externe des pieds et les sabots s'appuient au sol en deux temps, d'abord sur l'intérieur, puis sur l'extérieur,
procurant au cheval un appui plus qu'incertain. Les chevaux panards présentent souvent un suros au niveau de la face interne du métacarpien principal, à l'endroit de l'articulation avec le métacarpien rudimentaire. L'espace entre les deux antérieurs est assez réduit, les genoux étant très rapprochés l'un de l'autre, ce qui affaiblit le cheval, notamment dans les virages. Le cheval risque donc de trébucher fréquemment. Lorsqu'on est confronté en revanche à un cheval cagneux, autrement dit dont les pieds ont tendance à être tournés en dedans, on peut remarquer que la trajectoire des antérieurs en marche est l'inverse de celle d'un cheval panard. Un cheval cagneux va donc avancer en faisant décrire à ses pieds antérieurs un arc de cercle vers l'extérieur. On dit qu'il billarde. Les chevaux cagneux présentent eux aussi un suros, mais cette fois au niveau de la face externe du canon. Là aussi, l'appui est à faux et l'allure incertaine, car le poids du corps repose davantage sur le quartier externe. Les sabots s'appuient donc également au sol en deux temps, d'abord sur l'extérieur, puis sur l'intérieur. Pour corriger ce défaut, il est recommandé de parer les poulains lorsqu'ils sont encore très jeunes, notamment avant que les cartilages de croissance soient bien ossifiés, ce qui survient en général vers l'âge de 2 ans. L'objectif est de redonner au cheval un bon équilibre, en s'assurant que la base des deux pieds puisse se poser d'aplomb au sol et que les parois intérieures et extérieures des sabots soient gardées de la même longueur. En observant maintenant les aplombs du cheval de profil, il faut veiller à ce que les antérieurs soient symétriques et perpendiculaires au sol. La verticale abaissée de la pointe de l'épaule doit rencontrer le sol en avant de la pince. Quant à la verticale abaissée depuis le centre du bras ou de l'humérus, elle doit elle aussi être verticale et perpendiculaire au sol, en passant par le centre du genou. Pour que l'aplomb soit parfaitement correct, cette verticale doit tomber juste derrière le talon. Si elle tombe trop en arrière, c'est que le membre est trop avancé. On dit alors du cheval qu'il est campé du devant. Ce défaut d'aplomb est souvent un signe de fatigue, d'usure ou de souffrance. Il faut pour finir prêter une grande attention aux mouvements ascendants et descendants des pâturons. En effet, si l'on constate que le boulet a tendance à s'abaisser lors de certains mouvements, il faut éviter d'exposer le cheval à des efforts trop importants, qui pourraient aggraver la situation et menacer sérieusement la santé du cheval. Cela se vérifie souvent chez des chevaux dont les pâturons sont longs et trop inclinés. Ils fragilisent les tendons qui se fatiguent alors très rapidement. Hélas, il s'agit là d'un défaut de conformation, qu'il est donc impossible de corriger. Seuls des fers surélevés permettent de protéger le boulet du contact avec le sol. Naturellement, des aplombs réguliers rendent les allures du cheval plus confortables. Mais le vrai défi de l'équitation n'est-il pas d'obtenir un plaisir et des résultats équivalents avec des chevaux présentant des défauts de conformation ou d'aplomb? Les origines du paint horse sur le nouveau continent remontent au XVIe siècle, précisément en 1519, lorsque le conquistador espagnol Hernando Cortés emmena au Mexique 16 chevaux dans les cales de son bateau. D'après l'historien espagnol Diaz del Castillo, qui prenait part à l'expédition, 2 de ces 16 chevaux étaient tachetés, l'un étant alors décrit comme pinto, avec des balsanes sur les antérieurs, l'autre comme rouan, avec des taches blanches sur le ventre. Au fil du temps, l'Ouest américain s'est peuplé de nombreux troupeaux de chevaux sauvages. Beaucoup d'entre eux furent capturés par les Indiens d'Amérique. Au début du XIXe siècle, on retrouve au sein de ces troupeaux sauvages parcourant les grandes plaines de l'Ouest américain de nombreux chevaux tachetés. Il s'agit donc des ancêtres de l'actuel American Paint Horse. Ces chevaux, à la flamboyante robe tachetée et aux performances remarquées, sont vite devenus la monture préférée des Indiens d'Amérique, en particulier des Comanches, réputés fins cavaliers.
Ils furent baptisés tour à tour Pinto, Paint, Skewbald et Piebald. Les Comanches, que beaucoup considéraient en effet comme les meilleurs cavaliers des plaines, furent donc les premiers à sélectionner cette race de chevaux et réussirent à obtenir des spécimens rapides et robustes à la fois. Les dessins des chevaux colorés retrouvés sur leurs robes en peau de bison témoignent de l'attachement des Indiens pour ces montures. Hélas, une partie de ce patrimoine génétique fut à jamais perdue en raison des persécutions subies par les Indiens d'Amérique. Au milieu du XXe siècle, un groupe d'éleveurs décida de préserver et de promouvoir ce type de chevaux tachetés en créant la Pinto Horse Association. En 1962, un autre groupe d'éleveurs, tout aussi sensible à la préservation des caractéristiques de ces chevaux de couleur, créa à son tour l'American Paint Stock Horse Association. Cette dernière fixa comme premier critère de sélection la robe marquée de blanc, mais également la conformation typique des chevaux dits de ranch, d'où l'appellation de stock horse. En 1965, après des discussions animées, les deux groupes trouvèrent un terrain d'entente pour fonder l'American Paint Horse Association. Le standard du Paint Horse fut dès lors défini. Cheval longiligne, le Paint Horse présente toutes les caractéristiques du Quarter Horse, avec une taille au garrot qui varie de 1,45 m à 1,60 m, pour un poids d'environ 500 kg. C'est un cheval intelligent, fiable et docile. En ce qui concerne les robes, il existe deux studbooks distincts. Le régular, qui enregistre les chevaux présentant le minimum de taches blanches requises, et le breeding stock ou solid paint bred, qui enregistre les paint horse unis et donc dépourvus de taches blanches. D'un point de vue génétique, les paint horse se divisent en trois groupes, les Tobiano, les Overo et les Tovero. Les deux premiers sont majoritaires. Les Tobiano sont issus d'un gène dominant et les Overo d'un gène récessif. Le Tobiano est un patron de robe pie avec des taches blanches au contour net. Le blanc traverse toujours la ligne de dos, les membres et la tête présentant quant à eux les marques blanches traditionnelles, balzane, liste, pelote ou étoile. Le Tobiano porte généralement 4 grandes balzanes, au moins jusqu'au genou ou au jarret. On dit à ce propos qu'il a marché dans le blanc. On dit aussi qu'il s'y est roulé, puisque le blanc a coulé sur son dos en dessinant de grandes taches régulières au contour net. Mais il n'y a pas trempé sa tête, qui est de couleur, avec de simples marques blanches. Les crins sont des deux couleurs mélangées. L'Overo présente quant à lui des plages blanches aux contours irréguliers. Ces plages blanches s'étendent sur les flancs et le ventre, mais sans jamais remonter sur l'échine. L'Overo possède généralement au moins une jambe de couleur, et souvent les 4. L'Overo présente ensuite fréquemment des marques blanches en tête, liste large, belle face ou encore bois dans son blanc. La queue est la plupart du temps d'une seule couleur. Enfin, le Tovero est une robe qui résulte d'un mélange entre le Tobiano et l'Overo. Le Tovero est généralement très blanc, avec quelques taches de couleur aux contours irréguliers qui se concentrent surtout autour des oreilles, à la base de la queue, sur les flancs et sur les membres. À noter que le Tovero a souvent un œil bleu, parfois les deux. Les propriétaires de juments Paint Horse se demandent souvent quelle probabilité ils ont d'obtenir un poulain ou une pouliche Paint. Nous allons donc nous pencher sur quelques exemples de mariage entre robes Paint. Pour commencer, les statistiques montrent qu'en croisant un Paint Horse Overo et un Quarter Horse, on obtient entre 65 et 70% de poulains enregistrés au studbook régular. Cependant, il n'est pas possible aujourd'hui, en l'état actuel des études génétiques, de déterminer avec certitude la robe du futur poulain, car il est probable qu'elle résulte de l'interaction de plusieurs gènes. Pour la robe Tobiano, les choses sont différentes.
car on peut déterminer les sujets homozygotes et les sujets hétérozygotes. Il faut savoir que les homozygotes comportent des caractéristiques génétiques dominantes qu'ils transmettent automatiquement à leur descendance. Par exemple, un étalon tobiano homozygote donnera à 99,9% un poulain tobiano, indépendamment de la robe de la jument. Si un tobiano homozygote est toujours le fruit du croisement entre deux tobianos ne donnent pas toujours un sujet homozygote. Enfin, rappelons que l'objectif principal des éleveurs, y compris les éleveurs de paint horse, doit rester celui d'obtenir des chevaux bien conformés et dont la morphologie correspond et s'adapte à la discipline à laquelle on les destine, plutôt que de chercher à tout prix à obtenir une robe colorée et tachetée. Si la robe est colorée, le cheval n'en sera que plus appréciable et apprécié. Le dressage a pour but le développement harmonieux de l'organisme du cheval, ainsi que de ses moyens physiques et psychiques. Ce processus a donc pour effet de rendre le cheval à la fois calme, souple, délié et flexible, mais aussi confiant, attentif et perçant, réalisant de ce fait une entente parfaite avec son cavalier. Ces qualités peuvent s'apprécier à travers la franchise et la régularité des allures, l'harmonie et l'aisance des mouvements, la légèreté de l'avant-main et l'engagement des postérieurs qui impriment une impulsion constante, mais également à travers la soumission du cheval à l'embouchure, son relâchement total, sans tension ni résistance. Au sein de l'école espagnole de Vienne, le cavalier et son cheval doivent être capables de démontrer toutes ces qualités acquises au cours du processus de dressage. Le binôme doit présenter un pas régulier, franc et aisé. Le trot doit être franc, actif et régulier, avec des foulées égales et élastiques. Le galop, lui, doit être régulier, cadencé et exécuté dans la légèreté. Grâce à une impulsion constante et à l'élasticité de ses articulations, le cheval doit répondre aux aides avec calme et précision, sans résister ou se défendre, démontrant un équilibre naturel et harmonieux, aussi bien physique que mental. Dans tous les exercices, y compris la parade, c'est-à-dire l'arrêt, le cheval doit être sur la main, c'est-à-dire venir au contact du mors et obéir souplement à la main, l'encolure plus ou moins relevée et arquée, selon son degré de dressage ou de rassemblée. Le degré de soumission se manifeste aussi par la façon dont le cheval accepte la bride, avec un contact léger et moelleux, un chanfrein ramené à la verticale et une nuque souple. La cadence se manifeste à toutes les allures. Elle est l'expression de l'harmonie générale du cheval lorsqu'il se déplace avec aisance et régularité, tout en maintenant son impulsion et sa rectitude. La cadence est aussi le rythme qu'adopte le cheval à chaque allure. Elle doit être maintenue dans tous les exercices et dans toutes les variantes des allures. La plupart des compétitions de l'école espagnole de Vienne se basent sur une série de figures et d'exercices qui doit être exécutés selon un ordre bien précis. Il existe aussi des concours avec des reprises libres, le cavalier et sa monture exécutant l'ensemble des figures avec un accompagnement musical et dans l'ordre de son choix. Le pas est une allure marchée et symétrique, dans laquelle les pieds du cheval se posent l'un après l'autre en 4 temps.
C'est à l'allure du pas que les imperfections du dressage se font le mieux sentir. On distingue le pas rassemblé, le pas moyen, le pas allongé et le pas libre. Le trot est une allure à 2 temps séparée par un temps de suspension. Il doit toujours être franc, actif et régulier dans ses battues. Le trot peut être rassemblé, de travail, moyen ou allongé. Les transitions doivent être nettes et sans heurts. Enfin, tout le travail au trot doit être exécuté assis. Le galop est une allure à 3 temps dans laquelle, au galop à droite, par exemple, les battues se succèdent dans l'ordre suivant. Premier temps, postérieur gauche. Deuxième temps, diagonale gauche, l'antérieur gauche se déplace en même temps que le postérieur droit. Troisième temps, antérieur droit suivi par un temps de suspension des 4 membres avant le début de la foulée suivante. Le galop doit être régulier, cadencé et exécuté dans la légèreté. On peut également exiger du binôme cheval-cavalier qu'il réalise un changement de pied en l'air, c'est-à-dire pour le cheval, passer du galop à droite au galop à gauche et vice-versa, tout en restant droit. On peut demander les changements de pied en l'air par série, tous les 4, 3 ou 2 temps. On appelle transition le passage d'une allure à l'autre, ou le changement d'amplitude dans une allure. Les changements d'allure doivent être exécutés rapidement, mais avec moelleux et sans brusquerie. Le demi-arrêt doit, lui, être à peine visible. Il résulte de l'action presque simultanée et coordonnée de l'assiette, des jambes et de la main du cavalier. Dans les changements de direction, le cheval doit ajuster son incurvation à celle de la ligne qu'il suit, tout en restant souple et décontracté. Lorsque le cavalier a démontré son habileté et son aisance à guider son cheval, il doit réaliser une série de figures imposées qui appartiennent soit au travail sur 2 pistes, soit aux figures dites de manège. La volte, la serpentine, le 8 de chiffre, l'appuyé, l'épaule en dedans, le pas espagnol, le piaffé, le passage, la pirouette au tour complet, l'avant-main tournant autour des hanches. Les juges évaluent la justesse et la discrétion des aides du cavalier, ainsi que sa capacité à favoriser la pleine expression de l'énergie de son cheval, autrement dit, une impulsion constante et croissante. Les bactéries sont des organismes vivants, microscopiques et unicellulaires. Il en existe une très grande variété. Certaines bactéries sont très utiles à l'homme, comme celles utilisées dans la fabrication du fromage, par exemple. D'autres, en revanche, peuvent être à l'origine de maladies infectieuses. On les appelle alors des bactéries pathogènes. Observées au microscope, les bactéries présentent une grande diversité de tailles et de formes. Les bactéries de forme allongée, dites en bâtonnets, sont appelées des bacilles. Les bactéries sphériques sont elles appelées des coques. On trouve également des bactéries présentant la forme d'un filament spiralé ou bien d'un tire-bouchon, ce sont les spirilles. Selon leurs besoins en oxygène, on définit plusieurs classes de bactéries. On trouve d'abord les bactéries aérobies, qui ont besoin d'oxygène pour vivre et se développer. Puis les bactéries anaérobies, qui, elles, ne se reproduisent qu'en l'absence d'oxygène. On trouve également un petit groupe de bactéries qui vivent comme des parasites d'animaux. Cela ne signifie pas forcément qu'elles sont nuisibles. Elles vivent à l'intérieur de certains organes et jouent même parfois un rôle dans des processus physiologiques, comme la digestion par exemple.
Voilà pourquoi on retrouve généralement des bactéries dans l'appareil respiratoire, dans la bouche, dans l'intestin, ainsi que dans l'appareil reproducteur. Il existe cependant des bactéries parasites qui, dans certains cas et sous certaines conditions, provoquent des processus infectieux chez des individus sains, autrement dit qui n'ont pas d'infection. Ces bactéries sont dites pathogènes facultatives. Les bactéries pathogènes, à proprement parler, provoquent un ensemble de troubles spécifiques chez un animal infecté ou dont les défenses sont compromises. Lorsque ces bactéries pénètrent dans l'organisme d'un cheval et provoquent des troubles, ils déclenchent alors un processus pathologique que l'on nomme communément une infection. Certaines bactéries sont plus agressives que d'autres et leur capacité à provoquer une infection s'appelle la virulence. D'autres bactéries, en revanche, qui seules sont incapables de déclencher un processus infectieux, peuvent se transformer en bactéries pathogènes lorsqu'elles se retrouvent en présence d'autres germes. C'est le cas, par exemple, des bactéries du tétanos, qui ne se révèlent vraiment dangereuses que si elles se trouvent dans un tissu sans apport suffisant en oxygène. Ainsi, dans les plaies fermées, lorsqu'un clou perfore la fourchette ou la sole du sabot, l'oxygène ne peut pas pénétrer et cela provoque une infection mixte. En effet, les bactéries aérobies consomment tout l'oxygène disponible et les bactéries du tétanos, qui sont des bactéries anaérobies, trouvent donc des conditions favorables, c'est-à-dire sans oxygène à leur développement. Il est donc vivement recommandé, comme mesure préventive, d'appliquer de l'eau oxygénée sur les plaies et les blessures du cheval. Les différentes voies de contamination ou portes d'entrée des bactéries vont donc permettre de déterminer s'il y aura ou non une infection. Certaines bactéries anaérobies peuvent entrer dans l'organisme par voie intraveineuse sans être dangereuses et au contraire, provoquer une infection lorsqu'elles pénètrent par voie musculaire. Les bactéries ont des affinités particulières avec certains tissus. Ainsi, la bactérie de la tuberculose, la bacille de Koch, s'attaque et détruit en particulier les tissus pulmonaires, tandis que la bacille de la brucellose se retrouve principalement dans les tissus de l'utérus. Lorsqu'une maladie infectieuse se transmet d'un cheval à l'autre, on dit qu'elle est infecto-contagieuse. Cependant, toutes les maladies infectieuses ne sont pas contagieuses, comme le tétanos par exemple, qui ne se transmet pas d'un cheval à l'autre. Les bactéries du tétanos investissent en particulier le tube digestif des chevaux. Dans les endroits où la population équine est importante, cette maladie infectieuse est naturellement plus fréquente. Les symptômes du tétanos peuvent être très graves et provoquent hélas souvent la mort du cheval, même lorsque l'affection est diagnostiquée à temps. Lorsqu'un cheval se blesse ou qu'il est soumis à une opération chirurgicale sans être préalablement vacciné, on lui administre généralement un sérum antitétanique pour lui apporter des anticorps et éviter que se développe le processus infectieux. La meilleure solution reste cependant la vaccination antitétanique à raison d'une fois par an. Le vaccin antitétanique contient en effet des germes pathogènes atténués qui génèrent des anticorps capables de combattre la maladie. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des vaccins contre les maladies bactériennes, tous composés de germes vivants mais affaiblis ou morts. L'adénite équine est elle aussi provoquée par des bactéries. Il s'agit d'une maladie infectieuse hautement contagieuse. Elle touche généralement les poulains et les chevaux exposés aux changements de température ou soumis à une mauvaise alimentation. L'infection se propage par les nasaux ou la bouche, suite à l'ingestion de fourrage ou d'eau contaminée par le mucus nasal. Elle se transmet également par l'air, à courte distance. Les longs voyages ainsi que les changements de température trop brusques peuvent provoquer un affaiblissement des défenses immunitaires et donc exposer davantage le cheval à l'infection. Si c'est l'appareil digestif qui est atteint, le cheval souffre de diarrhée. La salmonelle, par exemple, est une bactérie qui provoque des diarrhées aiguës.
Enfin, les antibiotiques sont des substances qui détruisent ou bloquent la croissance des bactéries. De nombreuses maladies nécessitent cependant des antibiotiques spéciaux. Il est donc préférable de consulter un vétérinaire afin de déterminer le traitement qui conviendra le mieux à la pathologie du cheval. Le processus de sélection et d'entraînement d'un cheval de saut d'obstacle est assez long et comprend plusieurs étapes avant les véritables débuts sur la piste. La naissance, le sevrage, la croissance et finalement les débuts de l'activité sportive. À la fin de la croissance, l'éleveur examine le jeune cheval avec l'aide d'un vétérinaire pour s'assurer que les cartilages de croissance sont bien ossifiés. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le cheval, en évoluant librement sur une piste avec des barres au sol, va pouvoir découvrir les secrets du saut d'obstacle. Après quelques jours, on peut disposer un obstacle bas en plaçant une barre au sol à 2 mètres de distance pour apprendre au cheval à réguler sa foulée pour le saut. Après les barrières à terre, on peut ensuite passer aux obstacles verticaux et aux auxerres, dont la hauteur ne doit pas dépasser 1 mètre, en tout cas pas avant que le poulain ait atteint l'âge de 3 ans. C'est à cet âge-là, en effet, que débute le dressage à proprement parler. On évalue à ce moment-là l'intelligence et le tempérament du cheval. Les séances de travail quotidien développent sa musculature et renforcent ses ligaments. Elles permettent également de discipliner le cheval. En avançant dans le dressage, il faut commencer à travailler au trot sur des lignes de cavaletti posées au sol. Ces exercices obligent le cheval à coordonner ses mouvements en élevant et en allongeant les muscles et les ligaments de ses membres pour obtenir un mouvement délié. Au début, on place les cavaletti à 1,30 m les uns des autres, avant de passer à 1,40 m pour obliger le cheval à augmenter l'amplitude de ses foulées. Le processus se poursuit avec des lignes de 4 cavaletti au maximum, placées à environ 25 cm du sol, que le cheval doit franchir au trot. On estime qu'une foulée de galop couvre une distance d'environ 4 mètres. Il faut donc continuer à travailler en faisant varier la distance entre les cavaletti de 15 à 17 mètres. Cette longueur peut changer, mais il faut toujours conserver le même écart de 2 mètres. On oblige ainsi le cheval à ajuster son allure à la distance en raccourcissant ou en allongeant ses foulées. Sur les 15 mètres, on peut essayer 3 foulées longues de galop ou bien 4 foulées courtes. Sur 17 mètres, on peut faire 4 foulées longues de galop ou bien 5 courtes. L'exercice consiste donc pour le cheval à s'adapter aux différentes distances. Il doit apprendre à raccourcir et à allonger sa foulée avec facilité. S'il parcourt la première distance avec des foulées de galop courtes, il allongera sa foulée sur la distance suivante et inversement. Il est conseillé devant chaque obstacle de disposer 2 barres au sol en forme de V afin d'inciter le cheval à sauter au centre. Ce système d'entraînement renforce et équilibre le cheval, mais il permet surtout de le mettre en confiance et donc de faciliter sa maîtrise. Il est recommandé, si la longueur de la piste d'entraînement le permet, de marquer l'entrée et la sortie de la ligne d'obstacle pour obliger le cheval à passer par ses repères. On évite ainsi qu'il s'habitue à couper les trajectoires ou à répéter mécaniquement les exercices. Quand on estime que le cheval est suffisamment en confiance, on peut alors entamer l'exercice connu sous le nom de ping-pong. On place pour ce faire une ligne d'obstacles très bas et proches les uns des autres pour obliger le cheval à faire des sauts de faible amplitude, mais de manière continue. À environ 2,5 mètres devant le premier obstacle, il faut placer une barre au sol qui fera office de barre d'appel, autrement dit qui va obliger le cheval à prendre son appui au bon endroit.
Si l'exercice est réalisé au trot, on sépare les obstacles de 3 mètres, contre 4 mètres si l'exercice est réalisé au galop. On peut espacer les obstacles en 3, 4 et 4 pour aborder le premier obstacle au trot et les 2 autres au galop, ou inversement, c'est-à-dire en 4, 4 et 3 pour aborder les 2 premiers obstacles au galop et finir au trot. Il faut ensuite augmenter progressivement la difficulté entre le premier et le dernier obstacle, en plaçant d'abord une barre basse, puis une autre plus haute et enfin un vertical. Une autre solution consiste à placer d'abord un croisillon, puis un vertical et enfin un petit auxerre. Entre chaque obstacle, il est toujours bon d'utiliser les barres à terre en forme de V pour maintenir le cheval dans l'axe. Il faut toujours veiller à alterner les exercices et le niveau d'exigence, en fonction de l'expérience acquise par le cheval. Il est néanmoins recommandé de maintenir les obstacles à faible hauteur pour éviter les efforts inutiles et les chocs qui pourraient blesser le cheval. Toutefois, on peut une fois par semaine élever un peu la hauteur des obstacles pour évaluer la progression du cheval et juger les améliorations obtenues au cours du dressage et de l'entraînement, qui doit se poursuivre jusqu'au jour du premier concours. Nombreux sont les instructeurs qui n'estiment pas nécessaire d'enseigner à leurs chevaux le reculé. Ils ne prévoient donc pas l'apprentissage de cet exercice dans leur programme de dressage. Or, au moment d'acheter un cheval, la plupart des acquéreurs potentiels écartent presque systématiquement ceux qui ne reculent pas correctement. Et c'est ce dernier choix qui semble être le plus logique. En effet, un cheval qui ne sait pas reculer va probablement opposer une résistance aux rênes et perdre le contact avec le cavalier. De plus, un cheval qui ne sait pas reculer ne peut pas exécuter de demi-arrêt et par conséquent ne sera pas en mesure de se rassembler correctement. Le reculé permet au cheval de renforcer sa souplesse longitudinale. En effet, en baissant légèrement les hanches, il assouplit tout l'axe de sa colonne vertébrale. Lorsqu'il recule correctement, le cheval renforce également ses postérieurs à travers l'impulsion en arrière et se rééquilibre sur son arrière-main. Mais le reculé ne consiste pas seulement pour le cheval à marcher en arrière. Pour reculer, le cheval ne doit pas traîner les antérieurs et laisser des sillons sur le sol. Il doit au contraire lever nettement les pieds, rester droit et régulier et garder toujours la tête relevée. Voici une jument Criollo âgée de 10 ans que son propriétaire a confiée à Martine Ardeuil pour qu'il lui apprenne à reculer correctement. Cette jument ne manquait pourtant pas de qualité. Elle était douce, disponible et courageuse. Mais hélas, s'il y a bien un mouvement qu'elle n'appréciait guère, c'est le reculer. Son propriétaire n'avait d'ailleurs rien à reprocher à sa jument, dont il avait toujours trouvé les allures très confortables et très sûres. Cependant, lorsqu'il lui demandait de ralentir puis de s'immobiliser, elle s'exécutait mais en gardant l'encolure complètement tendue. Pire encore, s'il lui demandait de reculer, elle se tendait et son encolure, son épaule, sa bouche et sa mâchoire devenaient complètement rigides. Dans ces conditions, il a fini par se résigner. Il a donc montré à Martine Ardeuil comment il s'y prenait pour faire reculer sa jument. Ardeuil s'est rendu compte tout de suite que le cavalier n'utilisait pas ses jambes. Or, le reculer exige une impulsion en arrière, exactement comme la marche en avant nécessite que le cavalier donne de l'impulsion en poussant le cheval avec ses jambes. Mais la mâchoire de la jument était si rigide que lui faire ouvrir la bouche pour y placer le mors se révélait vraiment problématique. Martine Ardeuil s'est alors rendu à l'évidence. Il manquait à cette jument les 2 conditions essentielles pour reculer correctement, un bon contact et une bonne impulsion. Il ne lui restait alors plus qu'à les créer. Ardeuil commença à faire travailler la jument au sol, avec les rênes en main pour lui apprendre à se libérer de la pression. Tandis qu'Ardeuil obligeait la jument à fléchir son encolure, on pouvait voir la tension musculaire se manifester à l'endroit de la tache de la tête.
Ardeuil exerça d'abord de légères tractions vers l'arrière, toujours à l'aide des rênes. La jument se voyait contrainte de fléchir son encolure, mais elle ne reculait pas pour autant. Finalement, une traction un peu plus forte obligea la jument à fléchir exagérément son encolure et à reculer en se tournant. Ardeuil la laissa alors repartir tranquillement vers l'avant pour la récompenser. Il répéta plusieurs fois cet exercice, en essayant toujours de faire reculer la jument en ligne droite. Il décida ensuite d'utiliser des éperons afin d'observer les réactions de la jument à leur contact sur ses flancs. La sensation était encore plus désagréable pour la jument, ainsi stimulée pour reculer, et sa réaction ne se fit pas attendre. La jument comprit alors que l'action de l'éperon cessait dès qu'elle reculait, et qu'elle pouvait ensuite continuer à avancer librement. Pour Ardeuil, il s'agissait d'une première victoire, mais il fallait à présent monter la jument pour continuer à la stimuler en selle et obtenir un reculé en bonne et due forme. Ardeuil fixa donc sur ses bottes les éperons du propriétaire, avec lesquels la jument allait être amenée à travailler à l'avenir. La première tentative n'eut aucun effet. Tout en obligeant la jument à fléchir exagérément l'encolure, Ardeuil donna énergiquement des jambes et des éperons du côté opposé. Il la força ainsi à avancer tout en maintenant sa position fléchie. Il répéta la manœuvre des deux côtés. Il continua ensuite à stimuler la jument avec ses jambes, en l'obligeant à fléchir l'encolure et à reculer en l'exerçant de légères tractions sur sa bouche pour l'empêcher d'avancer. La jument était clairement gênée par les éperons, mais à chaque fois qu'elle faisait un pas en arrière, cette sensation disparaissait. Puis la situation finit progressivement par s'améliorer et la jument se mit à reculer au moindre contact des jambes ou des éperons. Ardeuil poursuivit l'exercice encore quelques minutes, car la jument avait déjà tout deviné. En reculant, elle ne ressentait aucune gêne. Dans le cas contraire, elle se voyait forcée de fléchir son corps et de subir le contact des éperons. La stratégie de Ardeuil se révéla donc payante et le reculer devint un mouvement presque naturel chez cette jument réfractaire à l'origine. Certes, il restait encore à travailler la cadence et la rectitude. L'ultime objectif fut donc de faire naître chez cette jument le besoin et l'envie de reculer pour éviter définitivement toute sensation désagréable. Ce fut alors au tour de son propriétaire de la monter. Il lui demanda de reculer, mais de nouveau, il n'exerça aucune action des jambes pour la stimuler. Ardeuil le lui fit remarquer, et tout se remit en marche. La jument reculait et son propriétaire relâchait les rênes pour la récompenser et la laissait repartir librement vers l'avant. La jument ne reculait que de quelques pas, mais l'essentiel était désormais acquis. Les jours suivants allaient permettre à son propriétaire d'améliorer la souplesse et la franchise de sa jument pour finir par obtenir un reculé parfait. L'école espagnole de Vienne est la plus vieille école d'équitation au monde. Bien que les écrits de l'époque relatant sa création soient rares et souvent incomplets, quelques archives de la cour d'Autriche ayant résisté au temps constituent un témoignage précieux à ce sujet. On peut donc affirmer que la fondation de cette école remonte au XVIe siècle. L'ordre de construire un manège découvert avait déjà été donné en 1565, mais c'est finalement en 1572 que l'empereur Maximilien II fonda officiellement l'école espagnole de Vienne. Seuls des chevaux d'origine espagnole y étaient acceptés, d'où le nom d'école espagnole. En effet, bien qu'à l'époque, les Lipisans proviennent de l'Empire autrichien, ils étaient pour la plupart issus de lignées originaires d'Espagne. Encore aujourd'hui, l'école n'utilise que des chevaux lipisans. L'équitation étant un art pour cavaliers,
Le comportement de chacun d'entre eux à l'intérieur du manège doit obéir à une certaine discipline afin de travailler dans le respect des autres cavaliers. Chaque cavalier doit en effet pouvoir évoluer avec son propre cheval dans le calme et la sérénité, sans être gêné ni gêner l'entraînement des autres cavaliers. Les cavaliers doivent monter en selle à l'extérieur du manège afin d'éviter que leurs mouvements ou ceux des personnes qui doivent éventuellement les aider n'entravent le passage et le travail des chevaux déjà en piste. S'ils souhaitent changer de tenue ou ne serait-ce qu'ôter leur veste d'équitation, les cavaliers sont tenus de le faire en dehors du manège, afin de ne pas effrayer leur propre monture ou celle des autres cavaliers. Ceux qui utilisent un filet ou montent des jeunes chevaux inexpérimentés peuvent se servir d'une cravache en la maintenant toujours du côté intérieur du manège. À chaque changement de direction, il faut changer la cravache de main pour inciter les chevaux à rester droits et à se déplacer de façon régulière. Le passage de la cravache d'un côté à l'autre doit se faire au centre de la piste, lorsque le cavalier réalise une diagonale, effectuant donc un changement de main. Le changement de côté de la cravache doit s'effectuer au niveau du pommeau de la selle, par une simple rotation du poignet. Il ne faut pas porter la main trop en avant, au risque de perdre le contrôle des rênes. Lorsqu'on travaille en revanche avec une bride complète et un cheval expérimenté, la cravache doit toujours être tenue du côté droit, que l'on évolue à main droite ou à main gauche. Les rênes sont, elles, tenues avec la main gauche. Tout échange ou discussion entre cavaliers doit avoir lieu à l'extérieur du manège et une fois le pied mis à terre. On commence généralement par travailler avec le cheval à main droite. Ainsi, pour éviter tout incident, il est obligatoire de respecter les règles suivantes. Lorsque deux chevaux évoluent dans le même sens, mais à des allures différentes, la priorité va à l'allure la plus rapide. Autrement dit, les cavaliers qui sont au pas doivent céder la piste extérieure, c'est-à-dire principale, à ceux qui évoluent au trot, lesquels à leur tour doivent se placer en piste intérieure pour laisser la priorité aux chevaux qui sont au galop. Lorsque deux cavaliers qui évoluent dans un sens opposé se rencontrent sur la piste, c'est le cavalier à main gauche qui a la priorité, le cavalier à main droite devant donc abandonner la piste extérieure et se décaler sur la piste intérieure. Le cavalier à main gauche n'a donc pas à changer de piste. Les cavaliers qui travaillent sur deux pistes sont quant à eux toujours prioritaires devant ceux qui travaillent sur une seule piste, et ce, indépendamment du sens de travail des uns ou des autres. Si deux cavaliers évoluant dans le sens opposé travaillent l'un et l'autre sur deux pistes, c'est celui qui avance à main droite qui doit céder la piste extérieure. Les cercles et les voltes s'effectuent toujours de manière à ne pas gêner les autres cavaliers. Il faut donc parfois en modifier la trajectoire ou la dimension, notamment à l'approche d'un cheval évoluant en ligne droite. Les cavaliers qui suivent des cours avec un instructeur sont prioritaires devant ceux qui s'entraînent individuellement. Enfin, un cavalier qui travaille au sol avec son propre cheval est prioritaire par rapport au cavalier en selle. Les règles du manège sont très précises. Tous les cavaliers doivent faire preuve d'une grande vigilance et apprendre à voir plus loin que les oreilles de leurs propres chevaux, afin de garantir à tous sécurité et sérénité. Ce n'est pas un hasard si un cavalier qui regarde le sol lors d'une épreuve de dressage est pénalisé.